Ben voilà, donc vous savez bien que les tendinopathies sont quand même assez fréquentes, c'est une pathologie de surcharge qui peut avoir un impact vraiment négatif sur les activités sportives ainsi que professionnelles. Et donc, globalement, ces tendinopathies peuvent altérer la qualité de vie de bon nombre de personnes et peut avoir également merci, des répercussions socio-économiques assez importantes. De plus, le traitement est relativement difficile. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal de tendinopathies qui évoluent vers la chronicité. D'une part, parce que le tendon a un index métabolique faible, mais également aussi parce qu'on ne le traite pas assez rapidement. Par exemple, quand on a une lésion musculaire, quand on a une fracture, on ne sait plus se mobiliser correctement, donc forcément on se met au repos. Par contre, quand on a une tendinopathie, on a des douleurs qui sont assez variables, parfois qui cèdent avec l'échauffement, puis qui réapparaissent par la suite de l'effort, mais qui n'empêchent pas de pratiquer l'activité sportive ou professionnelle. Donc, globalement, on traîne un petit peu et puis on se fait traiter que tardivement. Et puis, les traitements classiques seraient-ils vraiment efficaces? Donc, les traitements classiques, j'entends par les traitements non actifs, c'est-à-dire tout ce qui est médicamenteux, les infiltrations de corticoïdes, les anti-inflammatoires, etc. Parce que les traitements, on le verra tout à l'heure dans les cours de l'après-midi, tout ce qui est vraiment traitement actif, rééducation, etc., ça reste actuellement le gold standard de traitement des tendinopathies. Mais malgré tout, ce gold standard-là n'améliore pas tous nos patients. Et on a quand même pas mal de patients qui passent à travers les mailles du filet, qui gardent des douleurs assez rebelles et chroniques. C'est pour ça que justement on essaye de développer des nouvelles thérapeutiques pour essayer de soulager ces patients qui ne vont pas mieux. Et donc le PRP, le plasma riche en plaquettes, est une de ces thérapeutiques qu'on essaye de développer. Pardon. Alors concernant le PRP, donc j'ai déjà fait toute l'introduction tout à l'heure, mais donc concernant PRP et tendons, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc tout d'abord, quand on regarde la littérature sur les études précliniques, on voit que le PRP donne de bons résultats sur le processus cicatriciel des tendons et des cellules et une prolifération des cellules tendineuses, etc. Et donc on voit effectivement que sur différents modèles animaux, chez le rat, chez le lapin, etc., que le PRP permet d'augmenter la différenciation cellulaire et qu'on a une prolifération des ténocytes et que globalement on a une amélioration de tous les stades initiaux de la cicatrisation et un meilleur remodelage de la matrice extracellulaire, etc. Et finalement, ce qui nous intéresse vraiment dans le cadre d'un problème de tendon, c'est d'avoir du collagène de type 1 et, in fine, ce PRP permet d'avoir une meilleure synthèse, une synthèse plus importante de collagène de type 1 et surtout une amélioration de son organisation. Donc en gros, on a une meilleure maturation du cal tendineux, donc ce tendon peut cicatriser et certaines études montreraient chez le rat qu'il aurait des propriétés antalgiques. Alors, comment évaluer les propriétés antalgiques du rat? Ce n'est pas avec des questionnaires algofonctionnels ou des OVA, c'est simplement voir justement comment il se mobilise, s'il y a une boiterie qui est majorée ou pas, etc. Alors, ce qui est également avancé, c'est que chaque facteur de croissance aurait vraiment une action vraiment spécifique durant le processus cicatriciel. Et donc, c'est pour ça que parfois aussi ça ne fonctionne pas. C'est peut-être parce que le fait d'injecter toute une soupe en même temps de facteurs de croissance, en même temps, n'est pas spécialement physiologique, puisque les différents facteurs de croissance vont interagir à différentes phases de la cicatrisation et qu'il y a également des interactions entre les différents facteurs de croissance. Et puis, il y a les facteurs de croissance plaquettaires, mais également les facteurs de croissance plasmatiques. Et il faut savoir que justement, il avait été démontré que si on avait une concentration plaquettaire trop importante, on pouvait inhiber le processus de cicatrisation, peut-être parce qu'il y a un déséquilibre trop important entre les facteurs de croissance plaquettaires et les facteurs de croissance plasmatiques. Et notamment, il y avait le HGF qui était possiblement mis en cause, le HGF qui entraînerait plus une fibrose anormale, pas liée à la présence de collagène type 1, mais entraînerait peut-être une fibrose différente de ce que l'on peut observer. En tout cas, c'est ce qui avait été décrit chez les animaux. Alors, ce qui est également démontré que dans le cadre des lésions tendineuses, c'est qu'il faut qu'il y ait un stimulus mécanique pour améliorer la cicatrisation.
Et donc, il faut faire bouger le tendon une fois qu'il a bénéficié de l'injection de PRP pour améliorer les qualités tissulaires. Et ça avait été démontré chez les rats qui avaient eu une section du tendon d'Achille. On avait injecté du PRP, certains rats étaient remis en cage sans immobilisation et d'autres rats avaient été immobilisés par injection de Botox. Et ceux qui bougeaient, qui n'étaient pas immobilisés avec le Botox, avaient une meilleure cicatrisation que d'autres. Alors les études cliniques, elles montrent quoi? Elles montrent quoi? Elles montrent qu'il y a beaucoup plus, à la limite, de systematic review et de méta-analyse que d'études vraiment randomisées, contrôlées en aveugle. Et même les méta-analyses et revues systématiques tirent des conclusions différentes alors qu'elles analysent les mêmes articles, les mêmes revues, les mêmes randomized control trials. Et donc, par exemple, vous voyez ici, dans le British Journal of Sport Medicine, strong evidence against PRP injection for chronic lateral epicondylar tendinopathy. Là, c'est clairement annoncé dans le titre que le PRP ne fonctionne absolument pas dans les épicondylites latérales. Par contre, ces deux autres systematic review et méta-analyses concluent que le PRP fonctionne très bien dans l'épicondylite latérale, alors que les articles sont exactement les mêmes. Donc on rejoint un peu ce que François disait tout à l'heure, c'est que c'est bien de faire des systematic review, des méta-analyses, mais il faut aussi pouvoir les analyser correctement et on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc vous en avez la preuve ici. Alors des études récentes concernant l'effet du plasma riche en plaquettes dans le cadre des tendinopathies, donc qui sont assez intéressantes et qui montrent effectivement que globalement le PRP peut apporter un effet favorable dans le cadre des tendinopathies, surtout les épicondylites et les tendinopathies patellaires. Alors contrairement aux autres, le tendon d'Achille, là il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité du PRP dans le cadre des tendinopathies d'Achille. Pour la simple et bonne raison que c'était une des premières RCT dans le cadre du PRP et des tendinopathies d'Achille a été faite il y a quelques années, a été publiée dans le JAMA, donc une grosse revue en médecine américaine, et n'avait absolument montré aucun effet du PRP par rapport à l'injection de liquide physiologique. Et depuis lors, il y a eu très peu de RCT sur le tendon d'Achille, et donc c'est chaque fois cette étude-là qui revient, et donc voilà, donc il y a peu de preuves, mais il y a beaucoup de travail à faire concernant cette tendinopathie. Alors ils disent que classiquement c'est les tendinopathies corporeales qui donneraient les meilleurs résultats. Alors quid des anthésopathies, surtout que l'épicondylite et pour moi la tendinopathie patellaire sont toutes les deux des anthésopathies. Donc voilà, pour moi c'est un peu paradoxal. Alors par contre, le stade de la tendinopathie pourrait effectivement influencer les résultats. Donc est-ce qu'on a une tendinopathie plutôt dégénérative? Est-ce qu'on a une tendinopathie plutôt réactive? Moi je pense que c'est effectivement les tendinopathies vraiment dégénératives où il faut donner un coup de boost au processus de cicatrisation que l'effet serait meilleur. Je dis bien serait parce qu'il n'y a aucune preuve à ce niveau-là. Forcément, toute pathologie tendineuse où il y a un conflit osseux, etc., le conflit est probablement responsable de la tendinopathie, donc il faut essayer de régler le problème de conflit avant vraiment le problème de tendinopathie. Forcément, tout ce qui est anthésopathie, inflammatoire aiguë, etc., il faut éviter, puisque le PRP, l'objectif est de stimuler, de relancer un processus de cicatrisation qui a été décapité, qui n'a pas bien fonctionné. Donc, le corps humain est bien fait, donc globalement, une tendinopathie, si vous la prenez en charge dès le début et que vous faites diminuer la charge sur votre tendon, il va bien évoluer. C'est comme une lésion musculaire, si vous la prenez en charge correctement dès le début, elle va bien évoluer. Si on a une mauvaise évolution et des complications, c'est parce il y a eu un gros hématome qu'on n'a pas évacué, c'est parce qu'on n'a pas fait de la rééducation ou on a attendu trop longtemps avant de faire la rééducation. Donc, globalement, il n'y a pas de raison d'utiliser ce genre de traitement en aigu. Alors, les sujets plus jeunes seraient meilleurs répondeurs. Effectivement, nous, on avait montré dans le cadre de nos études sur les tendinopathies patellaires que ceux qui avaient moins de 30 ans répondaient mieux que ceux qui avaient plus que 30 ans. Ça semble un peu évident puisque le potentiel de cicatrisation est plus important plus on est jeune et diminue avec l'âge, mais voilà, ça reste aussi encore à clairement démontrer. Alors cette étude concernait une revue concernant le tendon
les ligaments montraient que le PRP pouvait être une bonne thérapeutique dans le cadre des pathologies musculo-squelettiques et notamment dans le cadre des ligaments et des tendinopathies. Mais, c'est pour ça que je l'ai mis, qu'ils insistaient bien sur le fait que le PRP n'est pas un traitement de première intention. Et le PRP peut être indiqué en cas d'échec des autres traitements qui ont vraiment montré leur efficacité. Donc ça, c'était aussi un article avec une systematic review et méta-analyse dans le BMJ qui montrait donc là aussi que le PRP peut être plus efficace que le contrôle. Et le contrôle, c'est soit du liquide physiologique, soit des corticoïdes. Mais quand on sait que le corticoïde va agir pendant moins de 3 mois et qu'on sait que le PRP va avoir des effets positifs après 3 mois, c'est sûr que quand on fait un suivi à long terme, le PRP est plus efficace que les corticoïdes. Si on reste en déant les 3 mois, les corticoïdes semblent être plus efficaces. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a une récidive de la douleur, le tendon a eu son métabolisme qui a été altéré par l'injection de corticoïdes et c'est d'autant plus difficile de pouvoir le traiter. Ça a été démontré également dans une autre étude qui montrait que l'injection de corticoïdes ou une intervention chirurgicale sur un tendon donnait... l'injection de PRP après une infiltration de corticoïdes ou une intervention chirurgicale sur un tendon donnait de moins bons résultats que si on faisait un traitement PRP avant d'autres infiltrations ou avant une intervention chirurgicale. Alors pour vous dire qu'on peut faire des infiltrations de PRP un peu partout, donc cet article de PMR, ils ont suivi 180 hommes et femmes entre 18 ans et 75 ans. Voilà, donc ici c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ça partout. Je ne cautionne pas du tout et je ne donne pas l'idée que cette étude est vraiment de bonne qualité, mais en gros on peut faire dans les épicondylites, tendinopathie patellaire, tendinopathie d'Achille, le coiffe des rotateurs, les adducteurs, les ischio-jambiers, le moyen glutéal, enfin, il y en a qui publient justement partout, mais sans vraiment non plus avoir des preuves irréfutables de l'efficacité du PRP par rapport aux autres traitements. Et surtout, le problème, c'est que dans la plupart des études, la méthodologie est très peu descriptive, et c'est justement ça qui pêche dans le développement de ce traitement, parce qu'on n'a pas assez d'informations sur la méthodologie pour pouvoir optimiser sa prise en charge. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, et que l'effet du PRP n'est pas à attendre immédiatement, donc il faut du temps pour que ça fonctionne, d'accord? Donc on prend le temps d'attendre, mais on n'attend pas simplement que ça marche, on fait de la rééducation, on fait des exercices excentriques, de manière à guider cette cicatrisation derrière, et on peut avoir des effets à long terme, jusqu'à en tout cas 1 an, voire 2 ans. Moi, dans ma patientèle, j'ai des patients que j'ai infiltrés il y a une dizaine d'années, que je revois pour autre chose, et qui me disent qu'ils vont très bien depuis qu'ils ont eu leur infiltration, mais ça, c'est absolument pas du tout scientifique. Alors, voilà, donc, la place du PRP, exactement, c'est après les traitements conventionnels, d'accord? Donc, quand on a une tendinopathie, en tout cas, quand on a une tendinopathie aiguë, on diminue la charge, on met au repos relatif, on peut éventuellement faire une cryothérapie, éventuellement des petites orthèses, des anti-inflammatoires en phase aiguë. Moi, personnellement, les corticoïdes, je ne les utilise quasi jamais, sauf vraiment dans les cas vraiment hyperalgiques, parce que comme l'a très bien dit Jacques, l'effet à court terme est présent, mais à long terme n'est pas présent, et on a vu aussi que les corticoïdes à long terme altéraient le tendon et donc diminuaient le potentiel de cicatrisation par la suite. Surtout que les traitements qui sont actifs, que ce soit la rééducation, pour les ondes de choc, même le PRP, l'objectif est de stimuler le processus de cicatrisation du tendon, donc on fait l'opposé en injectant les corticoïdes. Donc je suis tout à fait d'accord avec Jacques que l'indication doit être vraiment restreinte, et effectivement, s'il y a encore une seule indication, c'est peut-être l'épicondylite latérale, mais malgré tout, moi j'en fais très peu. Et donc la place du PRP arrive vraiment après les traitements conventionnels, actifs, rééducatifs, éventuellement avec les ondes de choc, où on a quand même plus d'arguments sur leur emploi, et on injecte le PRP avant éventuellement d'envisager un traitement chirurgical. Ça permet justement de diminuer le risque, donc de diminuer le nombre d'interventions chirurgicales sur les tendons qui ne sont pas toujours exceptionnelles. Alors ici on voit qu'on fait l'infiltration sans écho, mais l'idéal c'est de faire bien sûr l'infiltration
échographiquement guidés de manière à pouvoir être bien localisés au niveau de la lésion. Alors une petite analyse technique. Voilà, donc Jean a déjà parlé de l'analyse technique qu'on avait fait par rapport à la publication par rapport au PRP dans le cadre de la gonarthrose. On avait fait la même chose dans le cadre de la tendinopathie, voir quelle était la meilleure chose à faire quand on a une tendinopathie. Et donc, globalement, ce qui ressort dans la littérature, tendinopathie corporelle résistante au traitement conservateur, voilà, mais quid des anthésopathies? Bon voilà, moi les anthésopathies, oui, je les fais aussi, c'est les épicondylites, c'est les tendinopathies patellaires, c'est même celles pour lesquelles il y a plus de preuves. Bon, absence de conflit osseux, ça j'ai déjà dit, et bien sûr, absence de pathologie aiguë ou inflammatoire locale. Alors, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer justement d'une analyse technique du PRP concernant le traitement les traitements de tendinopathie chronique? La première conclusion, c'est qu'il y a encore un manque de standardisation dans la préparation du PRP, malheureusement, et même certains articles ne décrivent absolument pas du tout leur méthodologie de préparation du PRP. Donc ils disent qu'ils préparent du PRP, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quel type de technique ils utilisent, quelle centrifugation, quelle concentration ils obtiennent, rien. Ils utilisent un PRP. Et c'est des articles qui passent et qui parfois sont publiés dans des bonnes revues. C'est ça qui est un peu aberrant. Alors je pense que, voilà, donc déjà la première chose, c'est qu'on puisse essayer de standardiser un peu ces techniques. Alors ce qui ressort un peu de notre analyse, donc on avait analysé des articles qui étaient randomisés, contrôlés, et on avait pris les caractéristiques du PRP quand elles étaient mentionnées pour les patients qui avaient une bonne évolution. Et donc on constatait que le fait d'avoir une single spinning connecting, c'est-à-dire une seule centrifugation, pas deux centrifugations, parce que ça augmente trop la concentration plaquettaire, et comme on l'a dit tout à l'heure, une concentration plaquettaire excessive peut avoir un effet contradictoire. Il y avait, pour la plupart, il y avait une activation plaquettaire par il y avait le citrate était l'anticoagulant qui était utilisé pour anticoaguler le sang prélevé. La concentration plaquettaire devait être inférieure à 5 fois la concentration sanguine, idéalement de 3 à 4 fois, et on évitait d'avoir des leucocytes et des érythrocytes dans le PRP, donc on a un PRP relativement pur, et le volume de PRP était totalement inconstant, et il n'y avait pas non plus d'indication sur le fait que l'on active ou pas les plaquettes avant l'injection. Personnellement, moi je préfère activer quand même les plaquettes par acquis de conscience, mais encore une fois, il n'y a pas de réelle preuve par rapport à ça. Sous contrôle écho ou pas, je vous ai dit tout à l'heure que le PRP pouvait diffuser jusqu'à 2 cm par rapport à l'endroit d'injection. Donc, voilà, moi je préconise quand même l'injection sous contrôle écho pour justement être certain que j'ai injecté au bon endroit. 1 ou 2 infiltrations, on en a déjà parlé tout à l'heure aussi. Donc voilà, ça dépend un peu de la technique qu'on utilise. Actuellement, nous, on n'en fait qu'une. Pourquoi? Parce qu'on a fait une étude qui montrait que 2 infiltrations n'avaient pas d'amélioration. Mais certains disent qu'il en faut absolument 3. Ils utilisent des PRP qui sont parfois nettement moins concentrés que ce que j'utilise. Donc, est-ce qu'il en faut 3 parce que leur technique n'est pas suffisante pour amener les plaquettes nécessaires pour obtenir le processus cicatriciel adéquat? Donc, voilà, c'est des points d'interrogation. Mais si on ne fait pas des études qui montrent l'intérêt de faire telle ou telle chose, on n'avance pas. Alors, je vous ai dit chez le rat qu'il fallait faire une mobilisation. Nous, on a, dans le cadre des tendinopathies patellaires, on a développé un protocole de rééducation standardisé qui s'étale jusqu'à 1 an. C'est-à-dire qu'on fait, en Belgique, on est limité à 18 séances de rééducation remboursées par an par pathologie quand on travaille en libéral, ce qui n'est pas le cas si on est en hôpital, mais voilà. Et donc, les patients, après la filtration, on leur prescrit 18 séances de rééducation, ce qui leur fait 6 semaines de kiné. On les revoit après 6 semaines, et après 6 semaines, on les encourage à poursuivre de manière prolongée un programme d'auto-rééducation. Donc ils apprennent à faire les exercices correctement chez le kiné, ils augmentent graduellement la rééducation, et puis une fois qu'ils ont terminé les séances de kiné, ils sont autonomes pour continuer les exercices chez eux. Et il faut bien leur expliquer que après 6 semaines, on n'est encore nulle part dans le processus de cicatrisation, et qu'il faut poursuivre cette auto-rééducation de manière prolongée et que c'est vraiment après 3 mois qu'on va avoir un effet positif. Donc moi je leur dis, même pour être certain qu'ils continuent au maximum, je leur dis qu'il faut faire ça pendant au moins 1 an.
Alors, je sais bien qu'ils ne font pas tous pendant un an, mais au moins, comme ça, il faut au moins pendant 3 mois. Donc, en conclusion, concernant le PRP et l'éterniopathie, donc le PRP dans le cas de l'éterniopathie chronique, ça semble être intéressant, particulièrement dans le cas des épicondylites latérales et d'éterniopathie patellaire. Alors, le PRP, d'après ce qu'on a retiré, c'est que ça devrait être un PRP reproductible pour tous les patients. Donc ça, c'est ce qu'on utilise nous. C'est un peu la conclusion, c'est ma pratique professionnelle, en gros. Donc on utilise une machine d'aphérèse qui me permet d'avoir un PRP reproductible chez tous mes patients. Donc je sais que j'injecte la même chose chez tous mes patients, j'ai 850 000 plaquettes par microlitre. Donc, pauvre leucocyte et un érythrocyte, j'utilise donc du citrate comme anticoagulant. J'active les plaquettes avec du chlorhydrate de calcium, donc 50 microlitres de chlorhydrate de calcium par millilitre de PRP, de manière à activer les plaquettes. C'est aussi ce qui avait été décrit dans d'autres études, notamment l'équipe de Sanchez. Pas d'anesthésie locale pour justement ne pas modifier le pH, parce que les plaquettes sont sensibles au pH et risquent de ne pas dégranuler à cause de cette modification du pH. Pas de prise anti-inflammatoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça peut limiter l'action du PRP. Classiquement, j'utilise 8 ml de PRP que j'injecte en intratendineux dans les gros tendons, d'accord. Dans les plus petits tendons, j'injecte la moitié et la moitié autour. Je fais la filtration sous contrôle échographique. Dans les 4-5 jours qui suivent la filtration, je débute une rééducation post-infiltration. Donc la rééducation standardisée, comme on a vu, progressivement, intensifiée. Et je fais un suivi clinique et ergo-fonctionnel après 6 semaines et après 12 semaines. Donc dans le cadre des tendinopathies patellaires, ici, comme on voit tendinopathie patellaire à l'écran, j'utilise le score VISAP, un score algo-fonctionnel qui permet justement d'avoir un score sur 100. Et le fait d'avoir un score sur 100 permet d'avoir un meilleur suivi du patient. Parce qu'un patient qui a une tendinopathie, tant qu'il a mal, il ne va pas mieux. Alors, avant, il avait mal en sortant du lit, descendre l'escalier, c'était impossible. Maintenant, il sait faire, il sait vivre sa vie normalement. C'est juste quand il court à du 12 à l'heure qu'il a mal. Mais pour lui, ça ne va pas mieux. Le score algo-fonctionnel, le VISAP, il permet d'avoir un score sur 100. Donc 100, c'est pas de douleur, 0, c'est la douleur la plus importante qu'on puisse avoir. Et il répond à 8 questions. Ces 8 questions permettent de voir. Au début, il était à 20 sur 100. Maintenant, il a 80 sur 100. Il me dit qu'il ne va pas mieux, mais si, il va mieux. Et donc, ça me permet d'être plus précis dans mon anamnèse. Et ça me permet aussi de perdre moins de temps à lui demander toutes les activités de la vie journalière qu'il fait et qu'il ne faisait pas avant. Une fois qu'il a... Donc forcément, pendant 6 semaines au moins, il n'y a pas d'activité sportive. Après 6 semaines, quand on le revoit, s'il va très bien, une reprise progressive des activités sportives est autorisée. S'il ne va pas spécialement nettement mieux, on prolonge de 6 semaines et il reprend 4 mois. Et la reprise d'activité progressive est intégrée alors, après dans une réathlétisation. Et je les encourage, moi, toujours à faire une autorééducation prolongée, de manière à toujours stimuler le processus de cicatrisation par ailleurs. Et je les encourage également à faire un pré-échauffement quand ils font une activité sportive, en faisant 2-3 séries d'exercices excentriques avant de s'échauffer dans le cadre de sa pratique sportive. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Toujours le lien en ligne et toujours...